Donc, moi, je me dis, là, il faut être capable, effectivement, d'investir, mais actuellement, le Québec, comme province, n'est pas capable de commencer à investir en éducation, de commencer à rembourser la dette, et on va le voir dans les chiffres qui sont là. Donc, il y a deux grandes parties dans le document qu'on a présenté. Il y a les finances du Québec comme province, donc la moitié des impôts qu'on envoie à Québec. Puis, la deuxième partie, l'autre moitié des impôts qu'on envoie à Ottawa, combien on envoie de revenus, puis combien Ottawa dépense au Québec. Donc, ça, c'est les deux grandes parties du document. Le problème qu'on vit à Québec, c'est qu'on a une dépense qui augmente plus vite, beaucoup plus vite que les revenus, qui est la santé. Pourquoi? C'est sûr, là, puis moi, je suis un des premiers à le dire, il y a des améliorations à faire dans la gestion de notre réseau de la santé. C'est vrai. Mais si demain matin, le réseau de la santé là, donnait des services parfaits, ça veut dire qu'il n'y avait aucune personne âgée qui attendait pour des soins à domicile, aucune liste d'attente dans les chirurgies, aucune liste d'attente dans les urgences, tout était parfait. Bien, demain matin, pour l'année prochaine, il faudrait quand même, pour garder ces services-là, augmenter le budget de la santé de plus de 5 %. Pourquoi? Parce qu'à chaque année, il y a plus de personnes âgées qui, en moyenne, consomment plus de services de santé. Deuxièmement, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux médicaments, donc deuxièmement, troisièmement, qui coûtent plus cher et qu'il faut financer. Et donc, au total, l'inflation, ce qu'on appelle les coûts de système, bien, c'est plus de 5 %. Ça veut dire qu'habituellement, quand vous gérez votre budget, l'augmentation des dépenses, c'est 2-3 % par année. À peu près l'inflation, bien, en santé, c'est 5 % juste pour maintenir les services. Donc, ça crée un petit problème, c'est que, puis là, on peut passer à l'autre acétate. Quand on met ça au niveau des dépenses totales du gouvernement, parce qu'il y a ce 5 % en santé, ça fait que les dépenses totales augmentent de 4 % alors qu'il est prévu. Puis tous les chiffres qui sont là, ce sont des chiffres qui viennent soit du gouvernement libéral à Québec, soit du gouvernement, parce qu'on l'a fait au moment où il y avait le gouvernement libéral à Ottawa, ou soit du Conference Board, là, qu'on ne peut pas taxer d'être souverainiste. 3,7 % d'augmentation par année qui est prévue dans les revenus du gouvernement du Québec, alors que dans les dépenses, à cause de la santé, ça augmente de 4 %. Donc, ça crée un manque à gagner, là, on peut le voir à la prochaine acétate, d'à peu près 800 à 900 millions de dollars par année, seulement pour maintenir les services à la population. Ça veut dire que le gouvernement du Québec, s'il n'y a rien qui est changé, on va le voir, là, le prochain budget va être le 23 mars. Donc, dans une dizaine de jours, on va le voir. Les revenus là, vont augmenter d'à peu près 1,5 milliard, un petit peu plus qu'1,5 milliard par année. Et les dépenses, juste pour assumer les coûts de système, il va nous manquer 800 à 900 millions de dollars. Donc, sur les 4 prochaines années, 3,3 milliards. Si on passe à la prochaine acétate, ça veut dire qu'on a, comme province, 3 seuls choix possibles. Ou on augmente les impôts et les tarifs, ou on coupe dans les services, ou on augmente la dette qui est déjà très élevée. Puis on le voit là, ce sont 3 choix qui sont tous les 3 négatifs, des choix négatifs, mais ce sont les seuls 3 choix qu'on a comme province. Pendant ce temps-là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui arrive avec les revenus et les dépenses à Ottawa? Donc, la question qu'on s'est posée, c'est quelle partie des revenus, d'à peu près 185 milliards à Ottawa, qui est payée par les Québécois, et quelle partie des dépenses est faite au Québec dans les transferts aux provinces, dans la sécurité de la vieillesse, assurance-emploi, haute charge de programme, les intérêts sur la dette, pour voir s'il resterait une marge de manœuvre demain matin. Donc, on commence avec les revenus. Prochaine acétate. Bon, je ne sais pas si on le voit clairement, là, mais on l'a mis pour 2005-2006, donc l'année en cours qui va se terminer le 31 mars. On va envoyer cette année 41 milliards de dollars à Ottawa. Donc, quand on regarde les impôts et les taxes qui sont payés par les individus, par les entreprises, on va envoyer cette année 41 milliards à Ottawa. Ça veut dire que si demain matin, on arrête d'envoyer nos impôts, nos taxes à Ottawa, on récupère 41 milliards. On regarde maintenant les dépenses. Bon, dépenses importantes, et puis on entend souvent parler par les fédéralistes, ce sont les transferts fédéraux.
Bien, ce qu'on voit, c'est qu'en pourcentage des revenus du Québec, les transferts fédéraux sont de moins en moins importants. Puis ça inclut la fameuse péréquation. Parce qu'on s'est fait dire souvent, ah, le Québec est une province pauvre, puis une chance que le Québec est dans le Canada, parce que le Québec reçoit de la péréquation. Ça veut dire que les provinces riches contribuent à payer des revenus aux provinces pauvres. Bien, on voit là, que cette année, puis on en a tenu compte dans nos calculs, le Québec va recevoir 9,6 milliards de transferts. Passons à la prochaine dépense. Les fameuses pensions de vieillesse. Ceux qui ont fait les dernières campagnes référendaires, combien de fois on s'est fait dire « Ouais, mais dans un Québec souverain, on va perdre nos pensions de vieillesse. » Bien là, il faut dire, cette année, les pensions de vieillesse, là, c'est 7,9 milliards de dollars qui est payé par Ottawa au Québec. Donc, on voit là, c'est important de l'avoir dans sa tête, là, la perspective, là, le contexte. On est, d'un côté, on envoie 41 milliards à Ottawa, ça on n'en parle presque jamais. Puis de l'autre côté, Ottawa dépense 7,9 milliards par année en pension de vieillesse. Puis ça, dans les campagnes référendaires, on en parle beaucoup. Donc, on parle juste d'un des deux côtés. L'assurance-emploi, on reçoit 4,5 milliards. Donc, ça, c'est factuel. Maintenant, quand on regarde toutes les dépenses des ministères, bon, je vous rappelle là que le Québec représente 23,6 de la population au Canada. 23,6 Or, quand on regarde l'ensemble des ministères, il y a seulement 17,4 des budgets des ministères qui est dépensé au Québec. Donc, on ne reçoit pas notre part, là. Ça, c'est clair. Là, je vous donne quelques exemples. Si on prend les affaires indiennes, sur 5,5 milliards, on en reçoit seulement 500 millions. 9,1 Pourquoi? Bien, c'est assez simple. Là. On a seulement 9,1 des Autochtones qui sont au Québec. Donc, c'est normal, d'une certaine façon, qu'on reçoive seulement 9,1 du budget des affaires indiennes. L'agriculture, ça, c'est un peu moins normal. 5,2 milliards de budget. Quand on prend tous les programmes d'Agriculture Canada, il y en a seulement 500 millions, donc à peu près 9 qui est déboursé au Québec. Pourquoi? Bien, quand on regarde les programmes, là, on se rend compte, drôle d'hasard, que les programmes sont surtout dans le bœuf ou dans le blé, des domaines qu'on n'a pas beaucoup au Québec, puis à peu près aucun programme, par exemple, d'un produit laitier ou dans le porc, où on est plus présent que notre population au Québec. Donc, on ne reçoit pas notre part. Puis là, etc., etc., là, évidemment, Jonathan pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi. Le seul poste où on reçoit vraiment plus que notre part, serez-vous surpris d'apprendre que c'est Patrimoine Canada, où on reçoit là, 28 en drapeau du Canada et compagnie. 28 Donc, là-dessus, c'est vrai, le gouvernement du Canada est plus généreux dans ce ministère-là à l'égard du Québec. Donc, mais on voit au total là, qu'on a seulement 17,4 Pour cette année, là, c'est 12 milliards et demi qui va être dépensé au Québec par les différents ministères. Prochain à 7 ans. Un sujet là, dont on doit parler de plus en plus, puis qui fatigue pas seulement le Québec, mais qui fatigue aussi de plus en plus l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique, les autres provinces, ce sont tous les dédoublements. C'est qu'au cours des dernières années, le gouvernement fédéral, ayant des marges de manœuvre importantes, a commencé à investir de plus en plus dans des champs de compétences des provinces, puis est venu dédoubler des programmes. Et seulement au niveau des frais d'administration. Je ne parle pas des programmes. Là. Les programmes, on a supposé qu'on les assumait entièrement. Mais seulement au niveau des programmes, des frais d'administration, il y a 2,7 milliards par année. 2,7 milliards par année qui est dédoublé en frais d'administration. Le meilleur exemple, c'est de dire, bon, ministère du Revenu, si demain matin, au lieu d'avoir 2 rapports d'impôts, on en avait juste un, au lieu d'envoyer la moitié de nos impôts à Québec, la moitié à Ottawa, si on envoyait dans un rapport d'impôt 2 fois plus d'argent, bien, c'est évident que ça prendrait moins de gens pour collecter cet argent-là. Juste là, on aurait plus de 700 millions d'économies à faire. Même chose si on prend toute la question là, du Conseil du Trésor, des services d'approvisionnement, le ministère de la Santé, qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent à Ottawa puis ce n'est pas dans leur champ de compétences, les services gouvernementaux et autres. Il y en a, là, vous l'avez dans le petit document, là, plus de détails, 2,7 milliards par année qu'on pourrait éliminer en dédoublement. Notre part de la dette. Bon,
Ce qui est important de dire ici, c'est qu'on a pris la méthode qui a été utilisée par Bélanger-Campeau. Donc, ceux qui sont plus vieux vont se rappeler là, que Robert Bourassa avait mis en place la commission Bélanger-Campeau. D'un côté, Jean Campeau était un souverainiste, mais Michel Bélanger, ancien président de la Banque nationale du Canada, était un farouche fédéraliste, qui avait prouvé cette méthode-là qui est utilisée ici. C'est aussi la méthode qui a été utilisée dans tous les cas de succession d'États. Entre autres, je pense à la République tchèque, la République de la Slovaquie, lorsqu'ils ont séparé leurs dettes, c'est la méthode qui est utilisée. En URSS, lorsque certaines républiques ont quitté l'URSS puis que la Russie est devenue la Russie, c'est la méthode qui est utilisée. C'est la méthode qui est utilisée selon la Convention de Vienne, qui est celle qui est reconnue internationalement. Qu'est-ce qu'a dit cette méthode-là? Bien, il faut diviser notre dette en 3 parties. Il y a 693 milliards de dettes au Canada. On va commencer par le bas. Il y en a 173 milliards, que ça, c'est dans les comptes de retraite. Bien, ça, c'est assez simple, les comptes de retraite. On regarde au Québec, quand on regarde les employés qui travaillent pour le gouvernement fédéral et les employés qui sont déjà retraités, il y en a 16 % qui demeurent sur le territoire québécois. Donc, c'est normal qu'on prenne pour cette partie-là 16 % de la dette. Maintenant, au niveau des actifs, on a, selon les chiffres du gouvernement fédéral, 213 milliards d'actifs à partager. Ça, c'est les bureaux de poste, les ponts fédéraux, tout ça. Bien, sur le 213 milliards, là, il y en a 15,3 % seulement qui sont situés au Québec. Donc, ça aussi, c'est difficilement contestable, à moins que demain matin, ils commencent à nous déménager des ponts ou des édifices fédéraux au Québec. On prend 15,3 % pour cette partie-là de la dette, puisque ces actifs-là ont été financés avec la dette. Et le résidu qu'on appelle la dette accumulée, bien, on en voit actuellement, là, avant abattement, là, 21 % des revenus à Ottawa. Ça veut dire qu'on contribue 21 % de la dette à chaque année. Bien, on continue à contribuer à 21 % parce que la Convention de Vienne dit que les États ne doivent pas être ni avantagés ni désavantagés suite à une succession d'États. Donc, ça donne au total 126 milliards de dettes, qui est notre part de la dette. En intérêt pour cette année, 6,3 milliards d'intérêts juste pour notre part de la dette fédérale. Donc, si on fait la conclusion prochaine à cette étape, on voit que si demain matin, le Québec récupérait ses revenus, on récupérait 41 milliards et on assumerait nous-mêmes les transferts, c'est-à-dire on les perdrait, les transferts de 9,6 milliards qui viennent du gouvernement fédéral. On aurait des pensions de vieillesse à payer, 7,9 milliards. Donc, les personnes, au lieu de recevoir un chèque avec une feuille d'érable, recevraient un chèque avec une fleur de lys. C'est à peu près ça le changement qu'on verrait. On assumerait les dépenses d'assurance-emploi, 4,5 milliards. 12 milliards et demi des dépenses de programme. Les économies de chevauchement, on a supposé qu'on les amortissait sur 3 ans. Donc, pour éviter là, de congédier des employés, puis pour que ça se fasse d'une certaine façon en douceur, on a supposé que le 2,7 milliards, on le faisait sur 3 ans, donc l'élimination des chevauchements. Et on assumerait notre part du service de la dette, 6,3 milliards. Ça veut dire que dès la première année, on aurait déjà un gain d'1,3 milliard. Mais là, ce qui est important là, de dire, c'est que le gain pourrait être plus grand que celui-là. Parce que Jacques Léonard a démontré, entre autres, pour le Bloc québécois, qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont faites à Ottawa qui ne sont pas des dépenses qui sont prioritaires. Donc, on pourrait commencer aussi à dire, on fait le ménage, on met moins d'argent, je donne un exemple, moins d'argent en défense nationale, puis plus d'argent en éducation, ou peu importe. Mais là, on n'a pas fait cette hypothèse-là, on a dit, on assume toutes les dépenses actuelles qui sont faites par le gouvernement d'Ottawa. Sauf que, là où ça devient intéressant, prochaine à cette étape, c'est que quand on regarde sur les prochaines années, la croissance qui est prévue selon le Conference Board. Ce qui est prévu, là, on le voyait tantôt, c'est que les revenus à Québec vont augmenter de 3,7 % et juste pour couvrir les coûts de système, ça prend 4 %. Donc, il y a un manque à gagner là, de 800-900 millions par année. Mais pendant ce temps-là, à Ottawa, les revenus, selon le Conference Board, à cause du mix de revenus, vont augmenter de 4,4 % par année, alors que les dépenses
dans leur champ de compétences vont augmenter de seulement 2,2 par année. Ça, là, ça veut dire des milliards de dollars de marge de manœuvre qui vont s'ajouter. Puis là, évidemment, si c'est comme le passé, qui vont investir dans toutes sortes de nouveaux programmes qui sont beaucoup moins prioritaires, par exemple, que l'éducation. Mais ça, là, ça vient créer des marges de manœuvre importantes. Sur 5 ans, 17 milliards de marge de manœuvre. Puis la 5e année, on parle de 5 milliards par année. 5 milliards récurrents, là, ça veut dire qu'ils se répètent à chaque année. 5 milliards de marge de manœuvre qu'on pourrait avoir dans un Québec souverain. Je passe à la prochaine acétate. Donc, en conclusion, le Québec comme province vit le problème de la croissance exceptionnelle des dépenses en santé, ne peut pas, comme province, maintenir les services actuels à la population, fera face à un déficit de 3,3 milliards au bout de 4 ans. Prochaine acétate. Pendant ce temps-là, à Ottawa, on voit les revenus qui augmentent plus vite que les dépenses, des dépenses qui sont faites continuellement dans des domaines beaucoup moins prioritaires et des dédoublements d'un minimum de 2,7 milliards de dollars juste dans les frais d'administration à chaque année. Donc, le Québec comme province n'a pas... Ça, c'est ce qu'il faut retenir de la présentation, là. Je souhaiterais qu'on utilise cette présentation-là, puis le petit document que je vous ai remis, qu'on en parle le plus possible, c'est que le Québec de maintenir les services actuels à la population. Les gains de la souveraineté au niveau financier, c'est 17 milliards sur 5 ans, 5,3 milliards la 5e année. C'est suffisant pour maintenir les services à la population. Ça, c'est important. C'est une grosse différence par rapport au Québec-province. Et ça nous permettrait d'investir dans nos priorités, entre autres en éducation. Donc, dernière acétate. Moi, je pense là qu'il faut ajouter ces arguments-là. Il faut, si on veut être capable de se présenter lors de la prochaine élection avec un projet de pays, puis de mettre les Québécois face à leur vrai choix, bien, il faut être capable d'ajouter ces arguments, de présenter la souveraineté du Québec comme un projet emballant, comme la liberté d'investir dans nos priorités. Et moi, je me dis là, que si on veut laisser à nos enfants un Québec qui est prospère, un Québec qui est solidaire, c'est non seulement pertinent aujourd'hui, le projet de souveraineté, mais c'est devenu urgent. C'est devenu urgent que le Québec arrête de tourner en rond, ce qui fait comme province, peu importe le parti qui est au pouvoir, et donc qu'on soit capable d'investir dans nos priorités. Ça veut dire, entre autres, investir en éducation, commencer à se poser des questions, est-ce qu'on met de l'argent de côté pour une caisse santé, pour rembourser la dette, pour être capable de laisser à nos jeunes une société qui est libre aussi de continuer à avancer, à développer notre société. Donc, moi, je vous dirais en terminant là, que c'est important que tous les militants, les militantes là, se mobilisent pour être capables rapidement, au cours des prochaines années, de convaincre une majorité de Québécois et de Québécoises de faire le seul choix qui peut nous permettre de laisser à nos enfants un Québec prospère et un Québec solidaire, c'est-à-dire aller récupérer 100% de nos moyens. Ça s'appelle la souveraineté du Québec. Merci.